Bonjour, je me présente, je suis Lionel Pourteau, sociologue et chercheur en santé publique, et je vais vous présenter ici une conférence sur les questions de démocratie sanitaire. Il y aura trois parties, une partie un petit peu théorique et historique sur le concept de démocratie sanitaire, et puis deux cas appliqués, l'un sur la question de l'accès aux soins et à la santé pour les populations qui vivent en squat. Et dans le deuxième cas appliqué, ça sera les associations de lutte contre le cancer, dans le secteur de la lutte contre le cancer, puisque je suis sociologue à l'Université Paris-Sud et à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy. Qu'appelle-t-on en fait démocratie sanitaire? Pourquoi ce concept émerge-t-il depuis quelques années, mais est en fait à l'œuvre depuis peut-être à peu près un demi-siècle? Dans les pays du Nord, ceux dans lesquels nous vivons, les populations ne sont plus principalement menacées par les maladies infectieuses qui ont un début et une fin clairement définis. On attrape une grippe et un jour cette grippe est guérie et on est à nouveau dans un bon état de santé. Mais et puis on peut avoir ça sur des formes plus graves, je ne sais pas moi, le paludisme, la lèpre, la peste. Mais aujourd'hui, surtout dans nos pays, nous sommes sous la menace de ce que l'on appelle les maladies chroniques qui se définissent et qui demandent une prise en charge sur le long cours. Pour une partie de plus en plus importante de la population, parce qu'évidemment il y a toujours une partie de personnes qui sont frappées par des maladies infectieuses, mais pour la majorité de notre population, la relation patient-soignant dure, à la différence des maladies infectieuses, pendant des mois, des années, parfois toute une vie. De plus, dans le cadre de cette chronicisation des maladies, le traitement ne peut se résumer à l'établissement de soins. La prise en charge implique de nombreux acteurs, publics, privés, sanitaires, médicaux, sanitaires et sociaux. L'hôpital, l'établissement de soins, ne peut pas tout faire dans les maladies chroniques. Il est là, dirais-je, en tant que point nodal de compétences, en position, pour reprendre une expression, d'hôpital stratège. C'est ce rôle qu'il s'agit désormais d'étudier, tout particulièrement dans les maladies chronicisées. Nos sociétés ont fait ce que l'on appelle la transition sanitaire. C'est ça, ce passage, pour une population sur un espace territorial donné, d'une population qui meurt essentiellement à cause de maladies infectieuses, les pays du Sud, aujourd'hui les pays pauvres, à donc dans les pays du Nord, des gens qui meurent de plus en plus de maladies chroniques. La baisse de la mortalité accompagne en fait la transition démographique. Alors, il y a plusieurs explications à cela, l'amélioration de l'hygiène, de l'alimentation et bien entendu de l'organisation des services de santé. Tout ça engendre une transformation des causes de décès. Les maladies infectieuses disparaissant progressivement au profit des maladies chroniques et dégénératives, avec toujours évidemment des accidents. Alors, la démocratie sanitaire est là-dedans. En fait, c'est un concept, une démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs du système de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. À ce titre-là, la démocratie sanitaire est donc d'abord une démarche de morale politique. Mais elle est aussi une technique de gestion pour gérer l'accroissement du nombre d'acteurs, d'ailleurs de plus en plus hétérogènes, participant à notre système de santé afin de faire face au développement des maladies chroniques. Pour faire face à cette évolution, les professionnels médicaux ne suffisent plus. On doit inclure les associations, les professionnels du sanitaire et social, car le traitement de ces maladies, en amont, en aval, on l'a dit, ne peut se résumer ni au cabinet du médecin, ni à l'hôpital. La démocratie sanitaire est donc aussi le cadre de gestion de ces nouvelles interactions au sein des systèmes de santé. La responsabilité de la santé est donc désormais partagée. Elle l'est à deux niveaux. À un niveau
interpersonnel entre soignant et soigné. Ce dernier, le soigné, veut que soit reconnue sa compétence propre, complémentaire, dira-t-on, à celle du soignant sur sa maladie et veut pouvoir participer aux décisions qui le concernent. C'est le patient expert de sa propre maladie. Ça, c'est au niveau interpersonnel. Il y a un deuxième niveau, le niveau interinstitutionnel, en termes de santé publique, puisque la multiplication d'acteurs hétérogènes induit un partage des tâches et donc une coordination de plus en plus sophistiquée qu'il convient de reconnaître, de penser, d'améliorer. Nous avons donc une volonté publique d'appliquer les mécanismes de la démocratie à la santé afin d'obtenir dans ce secteur, disons-le clairement, une baisse du pouvoir médical, du paternalisme médical, par une hausse de la participation des populations aux décisions. La participation du patient en tant que sujet qui permettrait de réduire le pouvoir médical et sa participation en tant que citoyen contribuable permettrait de mieux contrôler le système et les dépenses de santé. Pour prendre une comparaison qui parle plus, on voit bien ce que c'est que la démocratie politique, où le citoyen participe aux décisions de la cité. On connaît plus facilement ce qu'est la démocratie sociale, les syndicats qui participent à la cogestion de l'entreprise. Eh bien, la démocratie sanitaire, c'est l'application de ces mécanismes et de ces principes, comme dans l'entreprise, comme dans la cité, mais dans le système de soins. Alors, cette démocratie sanitaire, grand 1, si on veut, de cette première partie, a un contexte politique. Il s'agit de développer la participation, de la prévention aux soins palliatifs et dans certains pays à l'euthanasie, peut-être demain en France. Les décisions de santé reviennent de plus en plus entre les mains des personnes, des patients, des usagers du système de santé. Ces catégories se superposent, mais pas toujours, selon le moment de leur rapport au système de santé. Quelque part, c'est une logique de l'individualisme que de mettre la responsabilité des décisions sur le sujet. La conséquence politique de l'individualisme est le libéralisme et la démocratie libérale. En santé, on est en train donc de passer d'un mouvement de l'observance à la décision partagée. C'est ce qu'on appellera la citoyenneté sanitaire. Traditionnellement, la médecine est paternaliste. Avec le serment d'Hippocrate, au IVe siècle avant notre ère, le médecin promet de protéger ses patients, y compris du mal qu'ils pourraient se faire. On voit bien la dimension paternaliste. Dès lors, le modèle longtemps dominant a été celui du sujet mineur parce que malade. L'état de maladie en faisait un mineur. Le médecin, à la fois non malade et seul jugé compétent en technique médicale, était le majeur, entre guillemets, chargé de le guider, de l'éduquer vers la guérison, guérison qui lui rendait d'une certaine façon sa majorité, toujours entre guillemets. Mais nous pouvons hélas voir cette mentalité bien loin du IVe siècle, puisque le président du Conseil de l'Ordre des médecins ne déclarait-il pas en 1950, je cite, « Tout patient est et doit être pour lui, le médecin, comme un enfant à apprivoiser, non certes à tromper, un enfant à travers l'inconnu des péripéties. » Les premières étapes de la démocratie sanitaire, de cette citoyenneté sanitaire ici, se sont accomplies dans l'intimité, le secret, le fameux colloque singulier de la relation sujet-médecin. Il a fallu que les médecins fassent un long chemin pour que leur rapport à l'autonomie du sujet patient-malade s'équilibre. Le consentement aux soins écrits était déjà une conception juridique que les médecins pouvaient trouver étrangère à la tradition d'oralité de leur profession. Ce droit à la participation à la décision, donc de décision partagée, s'est fait par étapes. D'abord, le droit à l'information. Ça n'allait pas de soi immédiatement. Pour prendre un exemple dans le secteur du cancer, pendant très longtemps,
quand vous aviez un cancer, on prévenait d'abord votre famille, votre femme, ou vos parents, ou vos enfants, parce qu'à partir du moment où vous étiez malade, on estimait que vous n'étiez pas prêt à recevoir cette information, et donc on l'a médiatisée par un tiers de vos proches. Première étape, donc, ce droit à l'information. Deuxième étape, participation à la décision médicale. Ça se fait dans le cadre de ce que l'on appelle aujourd'hui l'alliance thérapeutique. Qu'est-ce que l'alliance thérapeutique? C'est l'idée que, avant, le patient on devait se débrouiller pour que le patient obéisse, soit le plus observant possible envers les décisions prises par les médecins. Donc c'était vraiment descendant comme mécanisme. Et le but du jeu était d'avoir un accord à la décision de soins, de traitement. Puis petit à petit, on essaye de faire participer à la décision médicale, avec quand même des limites et voire de l'hypocrisie quant à la capacité du patient de participer à la décision. Je vous donne un exemple réel, connu et identifié, toujours dans le secteur du cancer, qui est celui que je connais le moins mal. Après un cancer, après un traitement d'un cancer, on peut vous proposer ce que l'on appelle une hormonothérapie adjuvante. Ce sont des traitements particuliers, tout particulièrement pour les jeunes femmes. Je donne un exemple précis. Un cancer du sein. Une dame, 30 ans, cancer du sein, est opérée. On lui met une chimiothérapie dite adjuvante pour vérifier qu'il ne reste plus rien après l'exérèse, c'est-à-dire la chirurgie qui a enlevé la tumeur. Et on lui propose, après, une hormonothérapie dite adjuvante pendant 5 ans, pour être sûr que la récidive, ce qui est très fréquente dans un cancer du sein, n'adviendra pas. Sauf que ces hormonothérapies, ce n'est pas rien. Le cancer du sein est un cancer dit hormonodépendant, et donc la façon la plus sûre d'éviter la récidive est de supprimer ces hormones, bref, de ménopauser chimiquement la jeune femme pendant 5 ans. Eh bien, selon l'âge que vous avez, selon l'état d'avancée de vos projets familiaux, c'est compliqué pendant 5 ans d'être ménopausé. Ça peut être compliqué dans votre couple, dans votre intimité sexuelle avec votre compagnon ou votre compagne, peu importe, et évidemment pour les projets familiaux. Et pour y avoir assisté, on fait cette étrange proposition qui a le but est d'obtenir une décision médicale partagée en disant voilà, le mieux pour nous, c'est que cette hormonothérapie dure 5 ans. Et dans ce cas-là, vous avez une forte baisse du risque de récidive. Mais on ne peut vous faire que 4 ans, ou même 3 ans, ou même 2 ans. Mais dans ce cas-là, la baisse du risque de récidive, évidemment, sera moins marquée. Vous aurez donc un peu plus de risque de faire une récidive de cancer du sein. Qu'est-ce que vous décidez? Eh bien, évidemment, c'est de mettre la patiente ici dans une position très difficile, extrêmement complexe. Elle n'a pas les éléments, on lui sort des chiffres, moins 13% sur 5 ans, seulement moins 11% de risque de récidive si vous ne faites que 4 ans. Ces chiffres qui parlent parfois aux épidémiologistes et aux oncologues, mais pas du tout aux patientes, ni à leurs proches et à leurs familles. Et c'est à partir de ces chiffres-là qu'on leur demande de prendre une décision. Il se passe évidemment ce qui doit se passer. La plupart du temps, la patiente se retourne vers le médecin et lui demande « Et vous, docteur, vous feriez quoi ?» Donc on voit bien que cette deuxième étape que j'explique, la participation à la décision médicale, qui vient après le droit à l'information, elle est dans un bon processus, mais elle est compliquée à mettre en pratique. Troisième étape, refus du traitement proposé par le médecin. Alors, il y a plusieurs raisons qui interviennent là-dedans. Parfois, les patients, je vais rester sur le cancer du sein, les patientes donc ne veulent pas des effets secondaires liés à un traitement particulier. Je donne un exemple, la chimiothérapie engendre ce que l'on appelle l'alopécie, c'est-à-dire la perte des cheveux, ce qui n'est pas très grave pour un homme, et peut même lui permettre de garder un certain charme, mais est extrêmement traumatisant pour une dame, pour une femme. Et parfois, il arrive que
les femmes refusent la chimiothérapie, c'est-à-dire en restent à la chirurgie seulement, ou la radiothérapie, pour éviter cet effet secondaire. Évidemment, le médecin qui peut ne réfléchir qu'en termes de survie maximale, ce qui est tout à fait d'ailleurs compréhensible, peut ne pas comprendre cette décision et faire du push, forcer la personne. Mais on respecte de plus en plus le fait que le patient, la patiente ici, a le droit de refuser un traitement, ici la chimiothérapie. Dernier droit à la participation, d'une certaine façon, c'est la nébuleuse de décisions et de pratiques que l'on va appeler le droit à mourir dans la dignité. Là aussi, même s'il y a des renversements, historiquement, ces demandes sont venues plutôt des patients, avec un personnel médical qui était hostile. Maintenant, ça peut changer dans certains cas. Comme on le voit dans ces 4 étapes, droit à la participation, droit à l'information, participation à la décision médicale, refus du traitement proposé par le médecin, et enfin droit à la mort dans la dignité, chaque étape est nécessaire à la suivante. L'évolution historique se fait dans cet ordre-là. Il faut que le patient sujet ait accès à l'information pour pouvoir espérer participer de façon intelligente et éveillée à la décision médicale. Le refus de traitement est en lui-même une forme particulière de la participation à la décision médicale, et le droit à mourir dans la dignité est une forme particulière du refus de traitement. À un niveau différent, dans la pratique au quotidien du soin, la santé partagée se fait donc par l'alliance thérapeutique, là dans les situations moins graves, au quotidien. Cette alliance thérapeutique se fait avec le médecin, mais elle se fait aussi dans le soin infirmier, au quotidien, en particulier pour ces maladies chroniques dont j'ai parlé. Car dans le soin infirmier aussi, il peut y avoir un paternalisme infirmier, ou un maternalisme ici, puisque c'est une catégorie professionnelle très féminisée. La première étape pour en sortir est ce que l'on appelle l'éducation thérapeutique et à un niveau plus général, en amont, l'éducation à la santé. Citons ici des spécialistes, Trainard et Simon, que l'on parle d'éducation pour la santé ou d'éducation thérapeutique, le but recherché est le même, acquérir des compétences pour entretenir et développer son capital santé. En aidant la personne malade à se transformer, il faut éviter que l'éducation soit synonyme de stigmatisation, d'enfermement et de restriction. L'éducation thérapeutique doit être comprise comme un apprentissage à des compétences décisionnelles, techniques et sociales, dans le but de rendre le patient capable de raisonner, de faire des choix de santé, de réaliser son propre projet de vie et d'utiliser au mieux les ressources du système de santé. Fin de citation. Dans le secteur sanitaire aussi, pas de démocratie effective sans savoir minimum. À l'intérieur de la relation de soins, on est au niveau de la citoyenneté sanitaire, droit direct, utilisable par la personne elle-même, de la démocratie sanitaire. Démocratie sanitaire et système de santé. Donc on a vu citoyenneté sanitaire dans la relation médecin-patient, et maintenant démocratie sanitaire, presque représentative au sens que le terme a dans la politique générale, lorsqu'on est dans le système de santé et pas uniquement dans la relation médecin-soigné. La démocratie sanitaire va désormais au-delà des relations immédiates, directes, entre un sujet patient et son soignant. Elle investit aussi le champ de la représentation des usagers dans les instances d'organisation, de direction des systèmes de santé. Cette réorganisation du système de santé s'est faite à partir des associations de malades, comme AIDE, ACT UP ou l'AFM, pour des pathologies très différentes, et des associations d'usagers du système de santé, qui peuvent comprendre des associations de malades, mais pas que. La première famille cherche à recentrer plus immédiatement les préoccupations médicales autour des intérêts du patient. La deuxième famille, celle des associations d'usagers, se positionne dans une logique de défense, dirais-je, des intérêts et des droits du consommateur de soins produits par le système de santé. Le collectif interassociatif sur la santé, ou CIS, C-I-S-S, en est un exemple. Les deux démarches répondent aux objectifs de la régulation des rapports de santé,
de participation voulue par les pouvoirs publics et la loi de 2002 leur a donné des droits. Désormais, en vertu des dispositions de l'article L114.1 du Code de la santé publique, les associations d'usagers agréées répondant à certaines conditions se voient reconnaître des droits favorisant l'expression de la démocratie sanitaire. Représentation au sein des conseils d'administration d'agences sanitaires, par exemple. On est au niveau politique de la démocratie sanitaire avec une utilisation des droits via des systèmes de démocratie représentative. Pour certaines maladies comme le cancer, le survivorship, mot anglais qu'on traduit en français par survivance, sauf que c'est un mot qui pose un peu problème, et c'est pour ça qu'on parle volontiers, on utilise l'anglicisme, parce que c'est plus pratique en français de parler de survivorship et de survivance que de parler de survivance et de survivant. Le mot est un peu connoté en français, survivant. On pense à d'autres choses que quelqu'un qui survit à la maladie. Pourquoi le survivorship et donc l'évolution du système de la santé vers la maladie chronique a favorisé la démocratie sanitaire? Tout simplement parce que jusqu'ici, jusqu'à la fin peut-être du XXe siècle, quand on n'était pas malade sur le long terme, donc on ne pouvait pas construire sur le long terme une identité politique de malade. Soit vous étiez malade et vous mouriez, soit vous étiez malade et vous guérissiez, et donc vous redeveniez une personne non malade. Aujourd'hui, dans le cas du cancer toujours, avec 2 millions de survivants, la masse critique sociale est atteinte pour que ceux-ci puissent jouer un rôle social. Le premier âge de la démocratie sanitaire s'est joué à l'hôpital, dans les relations patient-médecin hospitalier. Un deuxième âge de la démocratie sanitaire peut désormais advenir, quittant l'hôpital et le médical stricto sensu, pour toucher l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur de la santé. Puisqu'il y a une logique de pouvoir, le pouvoir médical, il est normal de créer une logique de démocratie adaptée, la démocratie sanitaire. Il est particulier parce qu'il est en opposition à un a priori du pouvoir médical, c'est-à-dire que le médecin ou le secteur médical, de façon plus large, imagine volontiers que les personnes, vous, moi, sont ce que l'on appelle, même si c'est un fantasme, un homo medicus. C'est-à-dire quelqu'un qui ne voit sa condition de santé que dans une vision de l'économiser, je dirais, et de vouloir tout faire pour rester en meilleure santé possible. Il y a là un malentendu, un hiatus, dans les fondements même de la démocratie sanitaire. En effet, ces institutions, même les plus démocratiques, s'appuient sur une analyse que je considère, c'est mon point de vue, c'est mon analyse, imparfaite des attentes des populations envers leur santé. La santé n'est pas qu'un capital que nous voulons préserver. Elle est aussi un capital que nous voulons consommer, dont nous voulons profiter. Or, si la santé publique décide de se faire démocratique, elle doit s'attendre à ce que la démocratie, cette démocratie, ne soit pas en accord avec sa vision de la santé, celle de l'homo medicus. Je m'appuie ici, si vous le voulez bien, sur Canguilhem, dans sa théorie sur le normal et le pathologique. Le normal est toujours second par rapport à l'écart. Nos populations n'ont pas comme objectif l'homo medicus, c'est l'objectif d'un humain dont le but est de maintenir, voire d'accumuler un capital de santé. Non, la santé doit être plutôt définie à la façon de Nietzsche, comme un risque affirmé et assumé par l'individu de franchir ses limites pour s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et cet écart même avec les comportements majoritaires n'est plus socialement disqualifiant, mais peut, au sein d'une subculture, devenir socialement qualifiant. Je m'explique. Des cas les plus acceptés aux cas les moins acceptés. Évidemment, le tabac est toxique, on le sait. Évidemment,
l'alcool est toxique, on le sait. Le tabac est la première cause de mortalité par cancer, l'alcool la deuxième. Si on était logiquement des homo medicus, à titre individuel, nous devrions ni boire de l'alcool ni fumer, et à titre collectif, nous ne devrions pas permettre le commerce et la consommation de tabac ou d'alcool. Et pourtant, le tabac et l'alcool font partie de la vie. C'est celle qui nous permet d'avoir des moments, pour certains d'entre nous en tout cas, d'avoir des moments agréables, des moments de détente, des moments d'euphorie. Et la plupart des sociétés humaines s'appuient soit sur l'un, soit sur l'autre pour donner une dimension de relaxation ou de festivité à cette vie classique. On a donc une théorie de l'homo medicus et une pratique très différente. L'absence de préoccupation pour sa santé est ce que j'appellerais un comportement passif, mais en plus, il y a ce qu'on appelle les comportements à risque, des comportements actifs. Fumer sans se préoccuper des risques pour sa santé, c'est ce que j'appelle un comportement passif. Faire des sports extrêmes, se mettre en danger, en escalade ou autre, ou consommer des drogues puissantes dont on sait qu'elles peuvent d'un coup nous tuer, je ne sais pas, l'héroïne en injection par exemple, c'est jouer avec son état de santé pour ressentir des choses et des expressions. C'est bien la preuve qu'il y a d'autres mécanismes anthropologiques que celles de l'économie dans sa santé. Alors, il y a là, forcément, on le sent bien, déjà un jeu un peu compliqué qui se fait entre des pulsions individuelles ou même subculturelles de groupe, et puis des logiques institutionnelles. Les acteurs de santé publique veulent développer au sein de la population une culture de l'homo medicus, de la réserve, de l'économie de son capital de santé, où chacun aurait pour préoccupation principale de préserver son capital santé pour un avenir qu'il programme. Un homo medicus, en fait, sur le modèle de l'homo economicus, quelqu'un dont l'activité serait toujours d'économiser des biens pour on ne sait quand, on ne sait où. Mais observons qu'il y a bien des populations dites cibles, ici, qui sont plutôt sur un modèle dit de l'homo ludens, l'homme qui veut jouer. On le retrouve par exemple chez un philosophe, sociologue, qui s'appelle Roger Caillois. Roger Caillois travaille dans un ouvrage qui s'appelle « Des jeux et des hommes », observe que l'homme est un joueur, qu'il a besoin de ça pour donner du sens à sa vie et pour se construire, et fait des catégories de jeux, dont un, Illings, vise à atteindre un état second, un état de vertige, et pour cela, on utilise notre corps, on malmène notre perception et donc notre santé pour atteindre différentes de conscience, afin d'atteindre des vertiges plus ou moins forts, de la cigarette qui fait tourner la tête au sport extrême. Je hais la mort, mais il y a des choses que je hais bien plus, enseignait Confucius, et l'ennui en fait partie. À un niveau fort, cela permet de comprendre les comportements à risque et la mise en danger, acceptée, voire sollicitée de certains sujets, et en particulier les plus jeunes, qui en font des outils de leur construction identitaire. À un niveau latent, cela permet de comprendre la résistance ou le peu d'intérêt aux messages de prévention que la santé publique essaye d'inculquer. Dans tous les cas, ça montre que l'homo medicus, qui est à la fois matrice et cible des systèmes de santé en général et des médecins en particulier, entre en confrontation avec d'autres rapports des sujets à leur corps, à l'usage de leur santé. Dans les maladies chroniques qui nous intéressent ici, cela se joue d'une certaine façon en négatif. Ce qui est un comportement normal pour les autres peut être un comportement excessif pour le malade. Un diabétique ne peut se comporter tout le temps comme ceux qui ne le sont pas, sous peine de se mettre en danger. Un mode de vie sécurisé au niveau de l'alimentation, par exemple, est un mode de vie inférieur en qualité de vie, en sensation,
par rapport à ceux qui l'entourent, les plus nombreux, et qui définissent donc, consciemment ou pas, la norme. On voit bien, qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est faire se conjuguer des opinions différentes dans le respect les uns des autres. Eh bien, dans la mot démocratie sanitaire, il faut se faire se conjuguer ensemble des rapports à la santé qui ne sont pas tous les mêmes pour chacun. Et la question, l'éternelle question, la question difficile, est de se dire qu'est-ce qu'on accepte de faire qui est mauvais pour la santé, donc dangereux pour l'individu et accessoirement coûteux pour le système de santé, tout en étant un respect des libertés de chacun, y compris celle de se faire plus ou moins, et c'est ce plus ou moins évidemment qui se discute, du mal. La démocratie sanitaire s'affronte ou se pense sur un théâtre des opérations, dirais-je, qui est la question de l'autonomie des personnes. L'autonomie est une valeur centrale de nos sociétés occidentales modernes, marquées par l'individualisme, liée à l'avènement de l'individu au XVIIIe siècle, puis au développement de l'individualisme. La valeur d'autonomie est liée à la construction politique moderne, l'individu ayant une responsabilité politique et morale, à la déprise des appartenances communautaires accompagnant les progrès de la liberté individuelle, à la division du travail aussi, à la spécialisation et à l'interdépendance. S'il serait difficile de retracer ici la genèse de la notion de valeur d'autonomie, notons qu'elle peut se colorer de façon très différente au cours du temps. Plusieurs auteurs, penseurs de l'autonomie, notamment, relèvent un tournant de la liberté individuelle, l'épanouissement et la recherche de ce que l'on appelle l'authenticité, qui est qu'un autre nom, en fait, de son rapport individuel au réel. Pour Ehrenberg, par exemple, la valeur d'autonomie se généralise aujourd'hui à l'ensemble de la vie sociale et prend une dimension normative. Elle tend à être une contrainte intériorisée que s'impose l'individu. Il faut être performant. Ehrenberg pense dans le même mouvement le progrès de la norme d'autonomie et le délitement de la représentation politique. Les individus sont donc renvoyés à eux-mêmes pour penser leur capacité à s'épanouir, à s'intégrer et à se réaliser. Évidemment, ce projet, cette vision du monde n'est pas cohérente, n'est pas en accord avec un système de santé, par exemple, qui ne conçoit pas la question de la liberté individuelle comme première, mais comme celle d'un bon état de santé biologique par rapport à une norme de être en bonne santé. On y reviendra. L'autonomie s'articule alors étroitement à la responsabilité individuelle, aux capacités de réalisation de soi et d'initiative personnelle, et ce, quelles que soient ses ressources, et ce, quelle que soit la consommation ou la mise en danger de sa santé pour atteindre cette réalisation de soi. Le saut en parachute et les autres sports de ce genre, c'est de la réalisation de soi tout en mettant en danger sa santé de façon réelle ou perçue. D'où le fait d'ailleurs qu'on puisse provoquer dans ce modèle-là des sentiments d'impuissance, de fatigue, d'incapacité, voire de détresse psychique. Car la réalisation de ces fantasmes est sans doute un objectif, mais il y a un principe de réalité. Ça, c'est en population générale. Même principe de réalité, hélas, que celui qui consomme sa santé pour atteindre des émotions, des jouissances qu'il apprécie. C'est dans ce mouvement plus large de promotion de l'autonomie que peut être replacée une évolution de l'état social qui amènera l'état-providence qui concerne les questions de santé qui sont les nôtres. Parmi les mutations dans le champ des politiques sociales, tout est en effet une inflexion vers l'individualisation, la responsabilité individuelle et l'accès à l'autonomie. La polysémie de la notion d'autonomie est très importante.
parce que tout le monde veut que tout le monde soit autonome. Le problème, c'est qu'on ne met pas la même chose derrière. En tant que puissance publique, en tant qu'acteur de santé publique, je peux considérer que je vous rends autonome et libre si je vous libère, presque de gré ou de force, de la dépendance de l'alcool ou du tabac. Et évidemment, encore plus des drogues illégales. Mais vous pouvez, vous, en tant que sujet et individu, considérer que votre autonomie, justement, c'est de pouvoir fumer, de pouvoir boire. Donc, volonté de vous rendre autonome en vous libérant de ces addictions d'un côté, volonté d'être libre de consommer ces substances toxiques de l'autre. C'est cette polysémie, évidemment, qui est compliquée. Les significations données par les politiques sociales et les travailleurs sociaux d'une part, et les personnes qui ont des comportements qu'il s'agit bien de qualifier de déviants. Alors déviant, ce n'est pas moral ici. Déviant, ça veut dire minoritaire par rapport à la majorité qui définit la norme presque mécaniquement.